Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez constamment attiré par des personnes incapables de répondre à votre amour? Ces individus qui, malgré tous les signes d'indisponibilité émotionnelle, exercent sur vous un magnétisme irrésistible. Ce phénomène, loin d'être une simple question de goût ou de malchance, révèle une dynamique psychologique profonde que Carl Jung qualifierait de blessure intérieure cherchant la guérison à travers la répétition. Il y a quelque chose de presque hypnotique dans la manière dont nous nous retrouvons à choisir, encore et encore, des partenaires émotionnellement indisponibles, distants ou même nuisibles. Comme si une force invisible nous poussait précisément vers ceux qui sont le moins capables de répondre à nos besoins émotionnels fondamentaux. Cette contradiction apparente, chercher une connexion là où elle est la moins probable, n'est pas un défaut de caractère ou du masochisme, mais un mécanisme psychologique sophistiqué opérant au-delà de la conscience immédiate. Psychologie jungienne offre une perspective révélatrice sur ce schéma déconcertant. Pour Jung, nos choix amoureux les plus intenses ne sont souvent pas motivés par un désir conscient de bonheur, mais par une pulsion inconsciente vers la totalité psychique, même lorsque cette pulsion se manifeste à travers des relations douloureuses et apparemment contre-productives. Ce que nous ne portons pas à la conscience apparaît dans nos vies comme un destin. Mais écrivait Jung, éclairant comment des schémas d'attraction apparemment inexplicables sont souvent des manifestations externes de conflits internes non résolus. La personne dont nous tombons irrésistiblement amoureux, malgré son incapacité à répondre à notre amour, incarne souvent précisément les aspects de notre psyché avec lesquels nous ne nous sommes pas encore réconciliés. C'est comme si une sagesse paradoxale résidait dans notre apparente folie, comme si la psyché, dans sa mystérieuse téléologie, nous guidait répétitivement vers des relations qui activent nos blessures les plus profondes, précisément parce que ces blessures réclament reconnaissance et intégration. Le schéma d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir devient, sous cet angle, non pas une erreur, mais une tentative inconsciente d'auto-guérison. Dans cette vidéo, nous explorerons la nature de cette blessure primordiale qui nous pousse vers ceux qui ne peuvent satisfaire nos besoins. Nous examinerons les mécanismes psychologiques profonds qui perpétuent ce cycle, depuis la répétition compulsive du traumatisme jusqu'aux projections inconscientes qui transforment des personnes ordinaires en figures presque mythologiques dans notre paysage émotionnel. Plus important encore, nous découvrirons comment transformer ce schéma, non pas par une simple force de volonté ou une pensée positive, mais à travers un processus profond de reconnaissance, d'intégration et de guérison de la blessure originelle qui alimente cette dynamique. Comme Jung nous l'a enseigné, le chemin vers la libération ne consiste pas à éviter la douleur, mais à plonger consciemment en elle pour découvrir la transformation qu'elle offre. Au cœur de ce schéma déconcertant d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir se trouve souvent ce que nous pouvons appeler la blessure de l'abandon. Une empreinte psychique généralement formée dans la petite enfance, lorsque nos besoins émotionnels fondamentaux n'ont pas été adéquatement satisfaits. Jung considérait ces expériences précoces non pas comme des événements biographiques, isolés, mais comme des moments formatifs qui établissent des schémas archétypiques dans notre psyché. La première expérience détermine la qualité des expériences ultérieures. Et écrivait Jung, la manière dont nous avons vécu l'attention ou son absence au cours de nos premières années de vie crée un modèle interne de ce que signifie aimer et être aimé. Si ce modèle initial a été marqué par un abandon émotionnel, une incohérence affective ou un rejet, ces expériences ne restent pas simplement des souvenirs, mais deviennent des lentilles à travers lesquelles toutes les expériences futures d'intimité seront filtrées. La blessure de l'abandon peut se manifester même dans des familles apparemment normales, ou bonnes, un père émotionnellement distant, une mère chroniquement anxieuse, des soignants surchargés, tous peuvent, sans intention, créer un environnement où l'enfant internalise le message profond que ses besoins émotionnels sont excessifs,
inadéquat ou destiné à rester insatisfait. Comme Jung l'observait, ce qui n'est pas porté à la conscience revient comme un destin. Cette blessure primordiale crée ce que Jung appelait un complexe, un regroupement d'émotions, de souvenirs et d'associations chargées, organisées autour d'un thème central. Le complexe de l'abandon agit comme une entité semi-autonome au sein de la psyché, attirant des situations et des relations qui résonnent avec son énergie particulière. C'est comme si la psyché, dans sa mystérieuse sagesse, cherchait à recréer répétitivement les conditions de la blessure originelle dans l'espoir de la résoudre enfin. Le paradoxe révélateur est que nous sommes le plus intensément attirés non pas par ceux qui pourraient facilement satisfaire nos besoins émotionnels, mais par ceux qui reproduisent la dynamique familière de l'indisponibilité. Le décor émotionnel de notre enfance, aussi douloureux qu'il ait pu être, porte le confort paradoxal de la familiarité. Comme Jung l'écrivait, tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'attraction pour des personnes émotionnellement indisponibles n'est donc pas une erreur de jugement, mais une réponse presque inévitable à la programmation précoce de notre psyché. Cette attraction intense contient une logique interne et puissante. Elle représente la tentative de l'âme de retourner au décor de la blessure originelle dans l'espoir de transformer cette fois le résultat. L'intensité du désir que nous ressentons pour ces personnes inaccessibles reflète souvent non seulement une attirance romantique, mais l'aspiration profonde de la psyché à la guérison et à l'intégration. Jung observait que, là où se trouve la blessure, se trouve aussi le pouvoir de guérison. Reconnaître la blessure de l'abandon, non pas comme une déficience personnelle, mais comme un aspect fondamental de notre cheminement psychologique, est le premier pas pour transformer le schéma de chercher l'amour là où il ne peut s'épanouir. L'un des concepts les plus révélateurs de la psychologie profonde est ce que Jung appelait la compulsion à la répétition, le phénomène par lequel nous recréons inconsciemment des situations qui ressemblent à nos traumatismes initiaux. Ce mécanisme, loin d'être simplement autodestructeur, représente une tentative de la psyché de traiter du matériel non assimilé, en quête d'une résolution qui n'a pas été possible au moment originel du traumatisme. Tout contenu psychique qui reste inconscient cherche à se manifester. Écrivait Jung. La blessure de l'abandon, lorsqu'elle n'est pas reconnue et intégrée consciemment, s'exprime inévitablement à travers nos choix relationnels. L'attraction apparemment irrationnelle pour des personnes émotionnellement indisponibles se révèle donc comme une tentative de la psyché de revisiter et potentiellement de guérir la blessure originelle. Cette répétition compulsive suit ce que Jung appellerait la logique de l'inconscient, une forme de traitement qui n'obéit pas aux règles de la rationalité linéaire, mais opère à travers des associations, des symbolismes et des schémas émotionnels. Pour l'inconscient, la sensation émotionnelle familière d'un désir non comblé peut être plus importante que les conséquences pratiques négatives de s'engager avec une personne émotionnellement indisponible. Jung observait que cette compulsion à la répétition se manifeste souvent sous forme d'une attraction presque magnétique qui défie la logique consciente. Vous pouvez intellectuellement reconnaître qu'une personne est incapable de vous offrir ce dont vous avez besoin, mais vous sentir néanmoins irrésistiblement attiré, une division entre la connaissance rationnelle et la réponse émotionnelle, qui révèle la force du complexe inconscient à l'œuvre. Particulièrement significatif est ce que Jung appelait le transfert, la projection inconsciente de figures psychiques internes sur des personnes du présent. Lorsque nous nous sentons inexplicablement attirés par quelqu'un d'émotionnellement indisponible, nous transférons souvent inconsciemment sur cette personne les schémas émotionnels associés à des figures parentales ou à des soignants primaires qui n'ont pas pu répondre adéquatement à nos besoins émotionnels. L'intensité de cette attraction est souvent proportionnelle à la gravité de la blessure originelle.
Comme Jung l'observait, là où il y a de l'amour, il y a aussi la possibilité de la souffrance. Plus la blessure de l'abandon est profonde, plus la compulsion à recréer ces conditions sera puissante, dans l'espoir inconscient de transformer enfin le résultat. C'est comme si la psyché disait « Si je peux faire en sorte que cette personne m'aime, alors la blessure originelle sera guérie ». Cette répétition compulsive n'est pas uniquement négative. Jung y voyait une tentative de la psyché de progresser vers la totalité. Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous embrassez se transforme, écrivait-il, suggérant que ces schémas répétitifs, lorsqu'ils sont portés à la conscience, offrent des opportunités pour une transformation authentique. L'intensité même de la souffrance que nous éprouvons dans ces relations peut finalement catalyser un éveil qui n'aurait pas été possible à travers des expériences plus douces. Reconnaître ce mécanisme de répétition, non pas comme une faute personnelle, mais comme un processus psychique naturel cherchant une résolution, représente le premier pas pour transformer ce schéma. Comme Jung le rappelait souvent, il n'y a pas de guérison sans compréhension préalable. L'une des contributions les plus profondes de Jung à la compréhension des relations est son concept de projection. Le mécanisme psychologique par lequel nous attribuons inconsciemment à autrui des aspects non reconnus de notre propre psyché. Tout ce qui nous irrite chez les autres, écrivait Jung, peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Cette observation devient particulièrement révélatrice lorsque nous examinons la dynamique d'aimer quelqu'un qui ne peut rien nous offrir. L'attraction pour des personnes émotionnellement indisponibles implique souvent des projections puissantes. Nous ne répondons pas simplement à la personne réelle devant nous, mais à une image interne que nous projetons sur elle, un phénomène que Jung appelait imago. Cet imago peut être chargé de qualités que nous sentons inconsciemment manquer en nous, une force perçue dans la distance émotionnelle, une liberté dans leur indisponibilité, ou un mystère dans leur inaccessibilité. Jung observait que nous projetons avec le plus d'intensité ce qui reste inconscient en nous. Si nous ne reconnaissons pas notre propre autosuffisance, nous pouvons être fascinés par ceux qui semblent ne pas avoir besoin de nous. Si nous nions notre vulnérabilité, nous pouvons nous sentir irrésistiblement attirés par des personnes qui semblent invulnérables par la manière dont elles maintiennent une distance émotionnelle. La personne indisponible devient, paradoxalement, une toile parfaite pour ces projections, précisément parce que son indisponibilité laisse plus de place à notre imagination pour combler les vides. Particulièrement significative est la projection de ce que Jung appelait l'anima et l'animus, les images archétypiques du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Lorsque ces figures internes restent inconscientes, elles tendent à être projetées avec une intensité extraordinaire sur des partenaires romantiques potentiels. Une personne émotionnellement indisponible, en révélant moins de sa personnalité réelle, permet à ces projections de rester relativement intactes plus longtemps, alimentant l'illusion d'une connexion presque mystique. L'or que nous cherchons, écrivait Jung, se trouve souvent dans le processus même de la quête. L'intensité du désir que nous ressentons pour quelqu'un d'indisponible peut révéler, sous une analyse plus profonde, une quête non pas tant de l'autre, mais des aspects de notre propre totalité que nous n'avons pas encore reconnus ou intégrés. L'objet de notre amour impossible porte souvent les projections de notre propre potentiel non réalisé. Cette compréhension ne diminue pas la réalité de l'amour que nous ressentons. Jung ne voyait pas les projections simplement comme des illusions à écarter, mais comme des communications significatives de la psyché sur des aspects de nous-mêmes qui cherchent reconnaissance et intégration. La souffrance d'aimer quelqu'un d'indisponible peut être le catalyseur nécessaire pour récupérer ces projections et reconnaître les qualités ou potentiels que nous attribuons inconsciemment à l'autre. La récupération de la projection. Le processus de reconnaître ce qui nous appartient vraiment dans ce que nous attribuons aux autres représente une étape essentielle pour transformer ce schéma.
Comme Jung l'observait, pour se connaître soi-même, il faut se connaître comme un inconnu pour soi-même. La relation avec quelqu'un qui ne peut rien nous offrir devient, paradoxalement, un miroir révélateur qui peut nous conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Dans l'exploration des schémas qui nous conduisent à aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir, peu de concepts sont aussi révélateurs que la notion jungienne des complexes parentaux. Pour Jung, nos premières relations avec les figures parentales ne sont pas seulement des souvenirs ou des expériences passées, mais deviennent des structures psychiques vivantes qui influencent puissamment nos choix amoureux à l'âge adulte. L'enfant est tellement influencé psychiquement par ses parents que nous pouvons souvent voir les mêmes problèmes et conflits se répéter de génération en génération, observait Jung. La relation primordiale avec le père et la mère, où toute personne ayant joué ses rôles, forme ce que Jung appelait les imagos parentales internes, ou des représentations psychiques que nous portons en nous et que nous cherchons souvent inconsciemment à recréer dans nos relations romantiques. Lorsque ces imagos parentales sont marqués par une indisponibilité émotionnelle, une ambivalence ou un rejet, nous développons ce que Jung appelait des complexes, des regroupements d'émotions, de souvenirs et de schémas comportementaux organisés autour de ces expériences douloureuses. Un complexe paternel ou maternel non résolu se manifeste souvent par une attraction irrésistible pour des partenaires qui, d'une manière significative, reproduisent la dynamique problématique originelle. Particulièrement puissant est le phénomène que Jung appelait la quête de rédemption, la tendance inconsciente à chercher dans de nouvelles relations la guérison des blessures infligées par des relations antérieures, en particulier parentales. Si nous avons expérimenté l'indisponibilité émotionnelle d'un parent, nous pouvons nous sentir poussés à rechercher des partenaires émotionnellement distants dans l'espoir inconscient de réussir, cette fois, à obtenir l'amour et la reconnaissance qui nous ont été refusés à l'origine. Jung observait que chaque relation a ses ancêtres, chaque attirance romantique porte des échos de nos relations primordiales. La personne dont nous tombons inexplicablement amoureux, malgré son incapacité à répondre à notre amour, évoque souvent un aspect significatif d'une figure parentale. Il ne s'agit pas de chercher littéralement nos parents dans nos partenaires, mais plutôt que les dynamiques émotionnelles non résolues de notre enfance cherchent une expression et une potentielle résolution. Dans nos relations adultes, la manifestation de ce complexe parental dans les choix amoureux suit souvent ce que Jung appelait l'enantiodromie, la tendance des opposés psychologiques à se transformer l'un en l'autre. Nous pouvons consciemment chercher quelqu'un de complètement différent d'un parent problématique, pour découvrir que nous recréons inconsciemment la même dynamique émotionnelle. Ou plus directement, nous pouvons être attirés par des personnes qui affichent clairement les mêmes caractéristiques qui nous ont blessés dans l'enfance. Jung voyait ce schéma non pas comme une simple erreur ou pathologie, mais comme une tentative de la psyché d'atteindre une plus grande intégration. Le destin d'une personne, écrivait-il, est en grande partie le résultat de conflits inconscients et de désirs non réalisés provenant des relations avec les parents. La répétition de schémas relationnels douloureux peut être vue comme la psyché cherchant obsessionnellement une solution à l'énigme originelle de la blessure parentale. Reconnaître l'influence de ces complexes parentaux sur nos choix amoureux représente une étape cruciale pour transformer le schéma de chercher l'amour là où il ne peut s'épanouir. Comme Jung le soulignait, la connaissance du passé ne doit pas seulement déterminer le présent, mais libérer des possibilités pour l'avenir. Comprendre les racines du schéma d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir n'est que le début. Jung soulignait que le véritable objectif de la compréhension psychologique n'est pas simplement intellectuel, mais transformateur. La connaissance n'a d'autre but que de se transformer en sagesse, écrivait-il. Comment alors
pouvons-nous transformer ce schéma répétitif en un chemin vers une plus grande intégrité et des relations plus saines. Le premier pas, fondamental dans l'approche jungienne, est ce que Jung appelait l'élargissement de la conscience. Cela implique de reconnaître pleinement non seulement le schéma externe des choix amoureux, mais aussi la dynamique interne qui le soutient. Comme Jung le répétait souvent, tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirigera nos vies et nous l'appellerons destin. Cette reconnaissance n'est pas simplement intellectuelle, mais viscérale, une compréhension qui résonne à des niveaux profonds de l'être. Le deuxième pas crucial est ce que Jung nommait le confrontation avec l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous rejetons, nions ou réprimons. Dans la dynamique d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir, nous devons confronter notre propre ombre d'indisponibilité émotionnelle. Comme Jung l'observait, ce que nous nions en nous-mêmes, nous le trouvons chez les autres. Souvent, la personne émotionnellement indisponible qui nous attire incarne un aspect de notre propre indisponibilité interne que nous ne reconnaissons pas. Jung accordait une importance particulière au travail avec les rêves comme voie vers la transformation psychologique. Les rêves révèlent souvent des aspects de la dynamique d'attachement qui restent inaccessibles à la conscience éveillée. Prêter attention aux rêves, en particulier ceux impliquant des figures parentales ou des partenaires romantiques, peut offrir des insights précieux sur les complexes sous-jacents qui influencent nos choix amoureux. L'approche jungienne met également l'accent sur l'importance de ce que Jung appelait l'imagination active, une méthode pour dialoguer directement avec des figures internes, y compris des représentations de nos complexes parentaux. À travers ce dialogue conscient avec les parties blessées de notre psyché, nous pouvons progressivement transformer la dynamique interne qui cherche à s'exprimer dans des relations externes problématiques. Une partie essentielle de ce processus de transformation est ce que Jung appelait le retrait des projections. Reconnaître que beaucoup de ce qui nous attire ou nous repousse chez les autres sont des aspects de nous-mêmes que nous projetons inconsciemment. La rencontre avec l'autre est en réalité une rencontre avec son propre soi. Comme écrivait Jung, retirer ces projections ne signifie pas cesser d'aimer ou de se soucier des autres, mais se connecter à eux tels qu'ils sont réellement et non comme porteurs de nos projections inconscientes. Jung observait que la véritable transformation implique souvent ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer une troisième position qui transcende les opposés apparents. Dans le contexte de l'attraction pour des personnes indisponibles, cela peut signifier trouver un chemin qui ne soit ni la répétition compulsive du schéma, ni sa simple négation, mais une intégration plus large qui honore à la fois notre besoin de connexion et notre capacité à l'autosuffisance. Particulièrement puissant est le concept jungien de l'individuation, le processus par lequel nous devenons des individus psychologiquement entiers et distincts. Jung voyait l'individuation non comme un isolement, mais comme le fondement de relations authentiques. Seul ce que nous sommes réellement a le pouvoir de nous guérir, écrivait-il, suggérant que c'est seulement en devenant plus complets en nous-mêmes que nous pouvons choisir des relations basées sur un amour authentique plutôt que sur un besoin névrotique. La transformation du schéma d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir ne se produit pas d'un seul coup, mais comme un processus graduel que Jung appelait la circumambulation, une spirale de développement où nous revisitons des thèmes similaires à des niveaux de compréhension et d'intégration de plus en plus profonds. Chaque cycle offre une opportunité pour une plus grande conscience et un choix plus libre. La perspective jungienne nous rappelle que l'objectif ultime n'est pas simplement d'éviter les personnes émotionnellement indisponibles, mais de développer une relation plus consciente avec nos propres besoins, désirs et capacités. Comme Jung l'a élégamment déclaré, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes véritablement. Au fil de cette exploration, nous avons découvert que la tendance à aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir
n'est pas une simple erreur de jugement ou un manque d'estime de soi, mais un schéma psychologique complexe enraciné dans des blessures primordiales. Comme Jung l'a profondément compris, là où se trouve la blessure, se trouve aussi le pouvoir de guérison. Reconnaître ce schéma représente non seulement l'identification d'un problème, mais le premier pas crucial vers la transformation et l'intégration psychologique. Nous avons vu comment la blessure de l'abandon crée un modèle interne qui dirige inconsciemment nos choix romantiques, nous conduisant souvent à recréer des circonstances douloureusement familières. Nous avons exploré le mécanisme de la répétition traumatique par lequel la psyché tente de traiter des contenus non assimilés, nous poussant à chercher une résolution là où nous avons initialement été blessés. Nous avons compris comment des projections puissantes transforment des personnes ordinaires en écrans pour des aspects non reconnus de notre propre psyché. Nous avons examiné l'influence des complexes parentaux, façonnant silencieusement nos attractions et répulsions. Et enfin, nous avons entrevu un chemin vers la transformation à travers l'élargissement de la conscience, la confrontation avec l'ombre et l'individuation. Jung nous offre une perspective profondément compatissante sur ce schéma apparemment autodestructeur. En fin de compte, écrivait-il, nous devons reconnaître qu'il est impossible de transcender les limites psychologiques de notre propre époque sans payer un prix. La souffrance d'aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir n'est pas simplement une faute personnelle, mais fait partie d'un voyage plus large vers la totalité psychique, un prix que nous payons pour la croissance de la conscience. La transformation de ce schéma ne se produit pas par une simple force de volonté ou une résolution consciente de mieux choisir. La prochaine fois, comme Jung l'a compris, la véritable transformation émerge de ce qu'il appelait la métanoïa, un changement fondamental de la psyché qui réorganise notre relation intérieure avec nous-mêmes et, par conséquent, nos schémas externes de relation. Ce processus de transformation n'est pas un voyage linéaire, mais ce que Jung appelait un opus contra naturam, un travail contre la nature automatique de la psyché non examinée. Il y aura des rechutes, des résistances et des retours à des schémas familiers. Cependant, chaque cycle offre la possibilité d'une plus grande conscience et intégration. Comme Jung l'écrivait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». L'objectif ultime n'est pas simplement d'éviter les personnes émotionnellement indisponibles, une stratégie qui remplace souvent un schéma inconscient par un autre, mais de développer une relation plus consciente avec nos propres besoins, blessures et capacités d'amour. Comme Jung l'observait, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. À mesure que nous intégrons la blessure primordiale qui nous pousse à aimer ceux qui ne peuvent rien nous offrir, nous nous libérons progressivement pour expérimenter l'amour, non pas comme une tentative compulsive de guérison, mais comme une expression authentique de la totalité intérieure. La rencontre de deux personnalités, écrivait Jung, est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Les relations deviennent non pas des tentatives de compenser des blessures anciennes, mais des opportunités de création et de découverte mutuelle. Si ce contenu a résonné avec vous, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires. Comme Jung l'a profondément compris, ce n'est pas ce que vous regardez qui compte, c'est ce que vous voyez. Et peut-être, à travers cette nouvelle compréhension, pouvons-nous enfin voir non seulement les schémas qui nous ont limités, mais aussi le potentiel d'un amour authentique qui a toujours existé en nous, attendant d'être reconnu et exprimé.